On évoquait avant la pause les insatisfactions de l'ANC dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement togolais dans la riposte contre le Covid-19. Vivien Tomi, vous aviez la parole avant la pause. Oui, c'est pour terminer, je vais dire que les partis politiques ont le devoir de critiquer toutes les actions du gouvernement, mais en même temps, quand il y a quelque chose d'appréciable, il faut l'apprécier aussi à sa juste valeur. Première chose. Seconde chose, il faudrait que les partis politiques qui sont censés conquérir le pouvoir aussi montrent à ce moment difficile qu'ils sont proches de la population en essayant d'apporter aussi leur appui, en essayant de mettre des cachinets à la disposition des bonnes femmes dans les marchés, en essayant d'appeler les médias à intensifier la sensibilisation pour la lutte contre le mal. Il ne suffit pas seulement de rester dans la posture de critiquer, mais il faut aussi critiquer et proposer, et au-delà de ça, agir sur le terrain. Moi, je croyais que les partis politiques allaient même déclencher un processus qui consiste à demander au gouvernement une réunion d'urgence avec des propositions. Tel parti sort telle fiche pour dire nous proposons tant, mais on ne sent pas effectivement cet engouement de la part des partis politiques. Et l'autorité, des fois, excusez-moi, que ça ne gêne pas, je vais le dire quand même, l'autorité ne doit pas reculer devant les humeurs des citoyens quand il s'agit de protéger les mêmes citoyens. Ce n'est pas parce que les gens disent vous ne pouvez pas prendre telle mesure qu'il faut reculer. Non, il faut effectivement des mesures d'accompagnement par rapport aux dispositions prises. Mais quand l'autorité recule parce qu'il y a telle humeur, quand l'autorité recule parce que tel a dit ceci, je crois qu'on risque de mettre en danger encore plus la population. Mais l'autorité est en même temps obligée aussi de faire toutes ces il faut le bâton et la question n'est pas tant une question de recul, non. Comme je l'ai dit, cette crise-là est venue montrer les fragilités africaines en ce qui concerne d'abord les choix politiques. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on n'a pas la cartographie réelle de ce qu'on peut appeler aux pauvres ou personnes vulnérables. Et ça, je pense que désormais, il faudrait qu'on ait des études de sondage pour réellement avoir la cohorte de qui est qui dans des pays. Il n'y a pas que le Togo, je parle que dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut faire aussi remarquer, c'est que tout à l'heure, Vivien Tomi l'évoquait, qu'il y a dans des structures qui ne peuvent pas, ou du moins il y a certains qui ont des moyens financiers, mais qui ne les sortent pas réellement pour accompagner cette crise-là. Il y a aussi là-bas aussi une question de communication, parce que moi, j'ai eu pendant de grandes organisations où j'ai eu à interviewer certains, les gens ont les moyens. Ils ont de l'argent, ils ont mobilisé de l'argent, mais ils n'ont pas. Il y a même une fédération des praticiens, ceux qui font les délégués médicaux. Ouais. Ils ont des moyens qui veulent réellement aider l'État. Ils veulent aller au-delà des bavets qu'on a. Ils disent que ce qui urge actuellement sont les combinaisons. Mais lorsque nous voyons un peu les lésions aériennes, même la perturbation qu'il y a, vous savez, les plus grands livres sont l'Inde et la Chine. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à s'approvisionner. Mais l'État a bien fait de pouvoir donc recenser. Il y a un comité qui est là. Et ça, je pense que le moment venu, ils vont le mettre à la disposition de l'État, qui recense réellement tous ceux qui ont la bonne volonté d'accompagner l'État dans ça, ceux qui veulent donner. Dans le moment venu, ils vont quand même mettre à jour cette disposition-là. Mais il faudrait, bon, au-delà de ça, je pense que les partis politiques, certes, mais bon. Ils ont aussi l'obligation. Mais déjà, cette volonté, cet engouement autour de la question, où les gens ont senti la nécessité de pouvoir venir en aide à l'État, est réellement à saluer. Mais ce qu'il faut, je pense que après cette crise-là, il faudrait que l'État puisse tirer les leçons pour qu'on ait réellement... Parce que ce que vous dites, ce n'est pas une question de recul. Ouais. L'État doit faire avec... Lorsque les émigrants, c'est vrai que les 20 000 qu'on a proposés avec le projet... Je ne parle pas seulement de... Non, je le dis, c'est un exemple qui peut donc amener... Les 20 000, c'est très bien, il faut réellement l'apprécier. Mais lorsque vous prenez un peu les recettes dont ces gens-là font, 20 000 viendra compenser déjà les perturbations qu'il y a dans le truc. Ça ne peut pas... Parce que les gens évoquent... C'est pourquoi j'ai parlé d'un conseil scientifique d'État qui peut permettre de filtrer. Parce qu'on ne peut pas prendre les mesures. Lorsque les gens respectent, et vous risquez d'aller même à des émeutes si rien n'est fait. Et ça, il faut réellement l'éduquer. Ce n'est pas une question de recul. Oui. L'État essaie d'étudier parce qu'on n'a pas eu à faire des études d'impact
sur les propositions faites sur la population. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont pas respecté lorsqu'on dit il faut prendre telle mesure, et lorsqu'on est arrivé au niveau des immédiats, les gens sont sortis spontanément. Il faudrait que l'État mais je crois le refuser. Et je pense que ce n'est pas une question de refus, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure on peut les rendre plus ou moins que ce soit les dispositions la question des émigrants, elle revient, c'est demain. Oui. Non, je pense j'ai lu certains articles où ça a été repoussé même au niveau de quelles que soient les dispositions que l'État va prendre, le citoyen ne sera pas satisfait totalement. Non, si on prend le cas des émigrants, quel que soit ce que l'État propose, les 20 000 francs, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà important. Oui, c'est quelque chose. Mais important. Vous allez voir encore des émigrants qui vont sortir. Je suis d'accord. Voilà. C'est pourquoi je dis, par exemple, pour les 20 000 là, on peut ajouter à ces 20 000 en disant qu'avec ceci, vous devez systématiquement, pour ceux qui ne continueront pas à exercer à cette période-là, aller systématiquement au port de bavette, de casque, ou tout simplement pouvoir donc instaurer, avant même de prendre un passager, il faut c'est à cela que je dis que l'autorité doit s'imposer. Vous savez, quand il s'agit de protéger la vie des citoyens, mais cette protection aussi tient compte au garement de leur vie quotidienne à la maison. Mais par exemple, si on prend le cas des immigrants, vous savez, tout le monde, chaque gouvernement a peur de se prononcer sur la question des immigrants. Mais à un moment, il faudra en parler. Maître Jovi Gali avait fait une conférence très intéressante dans le temps où il a parlé de qu'est-ce que nous avons comme avantage aujourd'hui avec les immigrants et qu'est-ce que nous avons comme problème. Donc il faut évaluer pour voir des avantages et des gains. Qu'est-ce qui est plus important et prendre des mesures. Mais les gouvernants avaient peur de se prononcer sur la question. Mais quand il s'agit de la lutte contre le coronavirus, il faudrait que les conducteurs des immigrants, qui ne sont pas immigrants, en fait, c'est pas un métier. La plupart viennent d'autres structures. Oui, mais il faut aussi saluer le rôle joué par l'État. Ils sont obligés de faire ça en attendant. Et aucun immigrant, les immigrants, ce n'est pas un métier qu'on peut faire pendant 12 ans ou 18 ans. À un moment, il faut quitter ce voilà pourquoi je dis Alors aujourd'hui, avec la décision du gouvernement, il faudrait qu'il y ait effectivement une sorte d'explication, de sensibilisation. Et quand l'État dit « je viens en aide aux citoyens », l'État ne va pas t'acheter tout. L'État va t'aider un peu et toi-même tu te débrouilles pour compléter. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, s'il faut dire que les immigrants ne sont pas contents, donc il faut les laisser faire le travail, on risque de mettre encore en danger les gens. Vous savez, quand tu prends les motos, vous êtes plus proche que ceux qui sont dans les taxis. Or, ici, il s'agit de ne pas être en contact avec d'autres personnes, puisque les immigrants même ne connaissent pas celui qui l'a remorqué. Et il ne sait pas d'où il vient. Vous savez, le premier cas du Béninois qui était ici et qui est parti au Bénin. Vous savez comment il est parti de l'hôpital? Il a pris des immigrants pour partir. Non, ça c'est et tout ce qu'il a eu comme contact jusqu'à arriver à Cotonou. Mais c'est Dieu seul qui sait. Et en cela, la maladie continue sa propagation. Et je crois que je disais la dernière fois que M. Faure Gnassingbé, notre chef d'État, est devenu un général de guerre contre le coronavirus. Et en tant que général, des fois, il faut être ferme sur certaines décisions. Et je pense qu'il le fait. Il faut chaque fois écouter les humeurs. Vous allez dire, bon, écoutez, s'ils font ça, si on prend cette décision, ils vont réagir. Et après, c'est vous qui allez répondre. C'est ce que je dis. Parce qu'à la fin de la crise, pourquoi je dis, vous permettez, je vais terminer en disant que c'est pourquoi il faut saluer le rôle de l'État. Parce que l'État, par le passé, avait mis en place des projets qui prenaient en compte, disons, ce secteur d'activité pour leur permettre une reconversion. Toi, tu sais qu'il y a des gens qui recevaient 15 000 francs par trimestre dans ce pays. Bon, je ne sais pas, mais je dis contre la pauvreté. Et je dis ça, par exemple, il faut le saluer parce que c'est déjà une bonne initiative qui permet aux gens, au fur et à mesure, volontairement, de se reconvertir. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un processus comme ça qui n'a pas marché aussi dans notre pays. Vous allez prendre au niveau des artisanats. L'artisanat où, entre-temps, il avait été décidé que ces artisans-là puissent donc se joindre aux chambres des métiers. Et ça n'a pas marché parce que tout de suite, les gens sont sentis qu'ils sont en syndicat et on veut venir les arracher la chose. Or, on pouvait partir, les gens, et par exemple, lorsque l'INAM devait enrôler ces gens, lorsqu'on l'a orienté vers ces chambres de métiers, il a compris tout de suite que les gens n'ont pas adhéré. Et là, il était revenu faire avec ces gens-là et ça a pris.
vous avez vu que directement, ces syndicats-là étaient dans les porte-parole au niveau de la base. Et tout de suite, vous avez vu le résultat que ça a donné. Donc, c'est pour dire que personne ne refuse les mesures, mais il faudrait quand même revoir l'impact et voir dans la durée comment faire. Ici, nous sommes dans une crise, mais ce n'est pas parce que dans une crise, il faut prendre des décisions, mais au même moment, sachant que vous n'avez pas eu des moyens pour pouvoir donc prendre en charge ces gens-là, que vous confinez automatiquement. Voilà pourquoi l'État ne recule pas. L'État c'est cela que et je pense qu'il faut réellement les mesures d'accompagnement. Mais quand on prend un exemple palpable, c'est le couvre-feu. On a dit à partir de 20h, vous ne bougez pas de votre maison. Mais si vous êtes citoyen, si vous n'êtes vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas urgentiste, vous n'avez pas. Moi, je me risque oui, pas à rester. mais si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Et en cela, l'État doit être ferme. Oui, mais je pense que ça marche bien. Être ferme, ça ne veut pas dire que les policiers ont le droit de bastonner. Comme l'a dit le général Yack, les forces de l'ordre et de sécurité savent les mesures qu'il faut prendre quand les gens violent les prescriptions de l'État. Il ne faudrait pas pratiquer une demi-mesure en la matière, parce que c'est le gouvernement actuel qui va répondre quand on fera le bilan après. Donc il faudra être ferme sur certaines décisions. Quoique, il faut militer, il faut tout faire pour que les mesures d'accompagnement puissent être aussi au rendez-vous et dans la mesure du possible très vite. Le gouvernement du Togo doit se faciliter la tâche en impliquant encore plus les maires. Si vous impliquez encore plus les communes, la tâche vous sera facile. Imaginez chaque maire dans sa communauté essayait de sensibiliser les émigrants sur la nécessité de respecter. Déjà parti à la méthode forte, il a fallu que le rôle puisse les cadrer. Oui, bien sûr, mais il faudrait que les citoyens comprennent que, vous savez, tous ceux qui sont dirigeants présentement ne sont pas à envier. Vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, où carrément le Premier ministre, il est au lit. Alors, Angela Merkel en Allemagne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prendre des mesures pour lutter contre la maladie, pour sauver leurs compatriotes. Eux, ils ont attrapé la maladie. Non, mais il y avait aussi un temps de relativisé. Il avait relativisé la maladie. Lui, il a pris trop de risques. Tout comme Donald Trump. Il saluait les gens, il serrait la main au moment où on lui a dit que ce n'était plus opportun de le faire. Aujourd'hui, ce que doit faire le gouvernement togolais, c'est d'insister sur les mesures d'accompagnement. Voilà. 1. 2, il ne faut pas que ça traîne. 3, il faut être ferme sur les décisions quand il s'agit de protéger les vies humaines. Oui, mais salut aussi la population qui fait aussi des efforts à pouvoir suivre ces mesures-là. Et puis le Togo qui continue toujours par mettre en place en tout cas le cadre qu'il faut pour mieux faire face à cette situation. On va évoquer donc la mise en place de ce comité de coordination nationale de gestion de la riposte. Le Togo donc s'est doté cette semaine de cet organe interministériel de gestion de la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Il s'agit de la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 au Togo, en abrégé CNGR Covid-19, créé officiellement par décret pris par le chef de l'État Faure Gnassingbé. L'organe placé sous l'autorité du chef de l'État est l'échelon intermédiaire entre le comité de crise présidé par le président de la République et les différents ministères engagés dans la riposte. C'est important, en tout cas la mise en place d'un tel comité au niveau national, à l'échelon national. Oui, c'est très important parce que ça voudrait dire que l'État, à un moment donné, essaie de schématiser un peu les pôles de responsabilité. Et ça, c'est normal parce que, il vous en souvient qu'il y avait, je crois, je ne sais pas, au niveau des médias où certains évoquaient, on ne sait pas réellement qui est à l'avant-garde du comité mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on puisse identifier clairement les pôles de décision et comment réellement filtrer le comité de riposte était déjà là, il était présidé par le président de la République. Il était présidé, mais vous savez quand même que le protocole lié surtout à la saisine peut-être sur un certain nombre de propositions au niveau de la présidence n'est pas aussi facile. Mais lorsqu'on descend un peu l'échelon jusqu'au niveau des ministères, je pense que c'est plus facile de saisir et eux également vont prendre le soin de pouvoir filtrer. Sinon au niveau quand même, je pense que au niveau de la présidence c'est le haut standing et quand même prendre partout
surtout les propositions qui viennent, comme nous l'avons dit tantôt, les gens n'étaient pas préparés, ce serait quand même difficile à gérer. Et je pense que ce comité-là viendrait résoudre un pan du problème qui, à leur niveau déjà, peut les filtrer et voir l'efficacité de ce qui est tenable au niveau de la population et les remonter. Et là, les grandes décisions vont être prises pour sa mise en œuvre. Voilà, d'ailleurs, même cette question rejoint carrément une des questions que évoquait aujourd'hui tout à l'heure Vivien Tomi en parlant donc du recul de l'État. Vous voyez, donc lorsque nous n'avons pas tous ces échelons de décision, c'est toujours difficile parce que lorsqu'on ingère certaines choses, par exemple, lorsque les gens, c'est vrai qu'on peut parler des mouvements d'humeur qui se créaient, mais au même moment, le chef de l'État, il est regardant, il sortait, il a fait des propositions, il est comptable d'une gestion du pays, et au même moment, il ne peut pas systématiquement dire que voilà, bon, caser ces gens-là parce qu'ils sont revoltés sur un certain nombre de propositions données que lui-même estime sont des propositions. Il a même encouragé les Togolais lors de son allocution à la nation, encouragé les Togolais à pouvoir faire preuve de dépassement, à accepter ces mesures-là, puisque lui-même il sait réellement que ce n'est pas dans nos habitudes, parce que dans un passé récent, par exemple, ceux qui ont 30 ans n'ont jamais connu le couvre-feu et ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Est-ce que le couvre-feu, c'est quoi il s'agit? Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller mollo. C'est vrai que nous sommes dans une guerre, mais une guerre ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre des comités de répression en place. Il faut fortement réprimer les gens. Il faudrait quand même diluer les propositions qui sont faites. Et lorsqu'on descend ces gestions-là, ça permet de les filtrer, voir l'efficacité de ce qui est tenable pour la population, de leur remonter pour prendre les grandes décisions. J'évoquais le comité de riposte déjà mis en place, qui était présidé par le président de la République. Là, maintenant, on a un comité de coordination nationale qui est encore présidé par le président de la République. Bon, finalement, la différence, elle est vraiment où? Non, si on a le même niveau de commandement. Oui, le comité de riposte a un travail de terrain, alors qu'il y a la coordination nationale au niveau du comité présidé par le chef de l'État. Quoique dans presque tous les pays, c'est les chefs d'État qui président le comité de crise sanitaire. Bon, maintenant, ce que j'aurais voulu, après cette création du comité de riposte au niveau national, c'est qu'au niveau de chaque préfecture, que les préfets aussi aient un petit comité de gestion locale au niveau de chaque commune. Je pense qu'il a été mis en place au niveau de chaque préfecture, un comité local de gestion de la riposte présidé par le préfet et qui rend compte de ces activités à la coordination nationale. Et que ce comité ne soit pas juste créé sur papier, mais que ces comités-là travaillent pour que effectivement les mesures prises par le gouvernement soient respectées sur le terrain, que ces comités puissent se prononcer aussi sur les petits problèmes qu'il y a dans chaque milieu. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Et pour revenir un peu à la question de l'attitude du gouvernement, je pense que les pays occidentaux ont connu le mal et certains pays continuent pas encore payer le lourd tribut. Alors aujourd'hui, il est très important qu'on ne passe plus par les mêmes erreurs. Beaucoup de pays avaient lâché au début et après, ils se sont rattrapés, mais c'était trop tard. Au niveau de l'Afrique, nous devons prendre des dispositions pour qu'on ne soit pas obligé de compter les morts par dizaines d'abord avant de s'imposer. Il vaut mieux aujourd'hui s'imposer pour pouvoir amener la population à respecter les mesures barrières pour essayer de faire reculer un peu le mal et après maintenant régler certaines choses. Mais en même temps, dans un pays très pauvre comme le Togo, où beaucoup de familles ne mangeaient pas 2 fois par jour, malgré les activités ordinaires, il faudrait que les mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État dans son discours continuent effectivement par être effectifs et que très rapidement les gens puissent avoir gain de cause. Si vous prenez le 855 aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour la population. À un moment, on a dit c'était bloqué, après on dit c'est rouvert, mais aujourd'hui, il faudrait trouver une solution pour que la population sente effectivement que le gouvernement a promis de nous aider et le gouvernement fait quelque chose. Et nous aussi, en contrepartie, nous devons respecter les exigences ou les recommandations du gouvernement. Si nous ne luttons pas efficacement contre le coronavirus aujourd'hui, nous aurons tous nos yeux pour pleurer demain. Et en cela, l'État doit s'imposer, le gouvernement doit s'imposer, quitte à être traité de dictateur. Quand on est en guerre, on ne célèbre pas le mariage dehors.
le mariage se célèbre dans la chambre ou dans les salles. Et c'est une façon de parler. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme en temps en tout cas, ordinaire. de toute façon, et en cela, il faudra que les gouvernements d'Afrique soient fermes. Cette pandémie nous a fait découvrir le fait que on n'avait pas besoin d'être 1 million pour faire un funérail, des funérailles. On n'avait pas besoin d'avoir du monde pour faire un mariage. 3-4 personnes. Et on est tout autant heureux. Hein. Et ça doit faire retourner aussi vers nos femmes avec qui on ne passait pas beaucoup de temps. Nos enfants. Nos enfants avec qui on ne passait pas beaucoup de temps à cause du travail. Non, moi je ne me sens pas de toutes les façons concerné. Non, je ne parle pas de toi. Je parle d'une façon générale. Aujourd'hui, d'une façon générale, beaucoup de familles vivent plus ensemble et le problème qu'il faut gérer. En même temps, vous oubliez que, par exemple, sur d'autres en France, les violences conjugales... Oui, c'est ce à quoi je voulais venir. Et malheureusement, cela a créé encore d'autres problèmes. Bon, la violence dans les couples, mais aussi la violence entre les parents et leurs enfants, malheureusement. Et ceux qui souffrent ou celles qui souffrent plus, c'est les deuxièmes bureaux qui, malheureusement, sont oubliés. Au début du confinement, dans certains pays, un monsieur qui est sorti, on lui demande pourquoi vous avez quitté la maison. Il dit, ma femme est pire que le coronavirus. En tout cas, on voit ce comité de coordination nationale, je le dis, présidé par le président de la République. Vous sentez dans cette pandémie que le président Faure Gnassingbé est véritablement impliqué? Il est très véritablement impliqué. Parce que ne serait-ce qu'à prendre le système de transport immunitaire, je ne crois pas. D'ailleurs, même lorsque vous voyez un peu lorsqu'on invite les ministres, vous allez voir un peu le cafouillage qui est autour. Lorsqu'on leur pose des questions, ils sont incertains, perplexes sur un certain nombre. Ça voudrait dire quelque part que ce sont des décisions qui viennent directement du chef de l'État, qu'ils ont du mal d'abord à expliquer, parce que lorsqu'on évoque, par exemple, entre-temps, le ministre Adédi avait dit que ce n'était pas de l'argent à partager. Il n'y avait pas de l'argent, mais on voit réellement que c'est... Nous sommes arrivés à l'argent à partager. Ça veut dire que ce sont des décisions courageuses que prenne le chef de l'État lui-même. Mais des fois, il y a certaines décisions qu'il veut bien prendre, mais lorsqu'on juge l'efficacité de cette décision-là, et sur le terrain, donc ça fait voir, voilà pourquoi d'ailleurs ce comité était nécessaire pour réellement jauger les besoins des populations sur le terrain et remonter la situation pour qu'ils puissent prendre des décisions qui puissent réellement impacter la population. Voilà pourquoi je joins ma parole à Vivien Tomi qui dit qu'il faut d'ailleurs que ces mesures-là soient effectives, mais également les améliorer à l'avenir si réellement il faudrait prolonger cet état d'urgence ou d'ailleurs même si le Covid-19 ne venait pas à pouvoir donc montrer ses limites. Donc, de toutes les façons, on sent directement que moi j'ai fait cette analyse en disant que voilà, ce sont des mesures qui viennent directement du chef de l'État, mais il faudrait aussi prouver ses efficacités et dans le bien fondé de ce comité, ce second comité-là, qui va regorger entièrement toute l'étendue du territoire et remonter les décisions, les problèmes que les gens ont et lui permet réellement que ces mesures qu'ils prennent puissent être efficaces sur le terrain. Donc voilà un peu. L'implication du président de la République, ça vous paraît suffisante? Vous savez que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ne dort plus pratiquement. Juste quand vous faites l'analyse par rapport aux heures où certaines réunions prennent fin à la présidence, on en sait quelque chose, on a les informations. Vous savez que le monsieur, il est très pris, très engagé dans cette lutte. Sur un terrain de guerre. Même chose pour les ministres. À aucun moment, les ministres d'un gouvernement n'avaient aussi travaillé. Et aujourd'hui, il n'y a plus à dire tu es ministre de sport ou bien tu es ministre de ceci, ministre de la... À n'importe quel moment, on t'appelle, on dit va sur les médias, annoncer ça. Même ceux qui ne le faisaient pas par le passé. Ce qui fait que tous les ministres, tout le monde a peur, y compris les ministres. Vous savez, pour sortir aujourd'hui, il faut être courageux. Et on t'envoie dans les lieux publics, va faire ceci, va annoncer ceci, va expliquer aux médias ceci. Chaque gouvernement, pas seulement le Togo, chaque gouvernement travaille. Et les ministres en ont tellement que certains cherchent des échappatoires. Vous voyez la dame, la ministre sud-africaine de la communication, qui à un moment n'en pouvait plus. Elle a voulu participer à une petite fête. Et malheureusement pour elle, les photos ont atterri sur Facebook et elle est sanctionnée pour cela. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, vous avez vu même la forme de ses cheveux quand il a fait le discours. Si c'était en temps normal,
mais on prendrait le temps vraiment de lui refaire les cheveux, tout. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et c'est pas une question de dire... c'est pas le moment de baisser les bras. Et tous les ministres sont au front, à gauche et à droite. Et tu ne sais pas à quelle heure même on va t'appeler. Donc, il faut saluer en cela le travail qui est fait par nos dirigeants et reconnaître à la juste valeur qu'ils sont en train de faire de leur mieux, en commençant par le chef de l'État. Ce qu'on aimerait, c'est que si les citoyens ont des propositions, que ce ne soit pas sous forme de rébellion ou d'exigence, mais c'est des propositions. Et le chef de l'État, Nyansing Befort, a annoncé dans son discours qu'il est très favorable aux apports, aux propositions. Il est ouvert et il a dit à ses collaborateurs, l'opposition fera des critiques, il faudra prendre cela en compte. Et surtout, il faut saluer le travail que l'exécutif fait et les encourager tous les ministres à continuer. Encourager les ministres à se préserver pour ne pas aussi attraper le Covid. Il faut vous-même respecter les mesures barrières. Mais ce qu'il faut ajouter, Samuel, c'est qu'il y a une partie de la question évoquée par l'ANC, je pense qui a été déjà prise en compte parce qu'on l'a vu aussi, des journalistes qui l'ont aussi écrit concernant le CHR. Aujourd'hui, lorsque vous allez, je ne sais pas si vous avez fait un tour, moi j'y ai fait un tour. J'ai fait un tour, vous allez voir le dispositif qui est là, c'est carrément changé. Ça vous a dit quelque part. Il a fallu qu'on énorme chantier, mais on nous a dit quand même que cette semaine finissante, le travail est fini là-bas et là on a les cantines pour réellement prendre en charge les gens. Mais il y a l'autre chantier également au niveau de l'OCP qui est aussi réceptionné pour continuer le même travail qui a été fait ici. Et je pense que le moment venu, le gouvernement prendra sur lui de pouvoir communiquer sur tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, le CHR qu'on connaissait pas le passé, qu'a évoqué tout à l'heure l'ANC, n'est pas le CHR qu'on connaît aujourd'hui. Lorsque vous allez, tout a changé, comment on les appelle, les cantines où on a disposé etc. On l'a jamais vu. Et puis on a commandé, nous avons vu tous les images. C'est ça. Donc je pense qu'il faut, parce que ce qui est important également, c'est que la manière dont certains États, les gens sont embrouillés, je pense qu'il faut saluer le courage et surtout l'ingéniosité du chef de l'État qui n'a pas pris des mesures à contre-courant, ne s'est pas mélangé les pédales. C'est vrai qu'il y avait seulement un seul pot de décision, mais ce pot de décision a énormément travaillé, si bien que les mesures prises jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils prouvent leur efficacité sur le terrain. Il faudrait quand même l'encourager à continuer. Sur les masques qui continuent et l'autre problème aussi, c'est le prix du gaz butane qu'il faudra revoir carrément parce que ça ne bouge jamais. Oui. Ça n'a jamais toutes bougé. Les familles. Mais sur le marché international aussi, je ne crois pas que ça a eu des fluctuations. Non, c'est pas les deux marché international. Non, ce qui a été pris parce que le ministre l'a bien expliqué que à cette mesure de fluctuation sur le marché international qui a aussi impacté la réduction de coûts, l'État a subventionné également compte tenu de la situation que nous traversons. Voilà pourquoi le prix est arrivé à ce coût que nous avons. On est dans un cadre social où qu'on descende le prix ou qu'on monte le prix du pétrole, chaque État prend des dispositions pour aider sa population. Au Togo, il y a une disposition qui est prise pour que le prix du carburant soit revu à la baisse. Donc, on parle maintenant du gaz butane aussi. Ça, c'est une doléance que le gouvernement peut voir. Et je voulais ajouter aussi, dans toutes les préfectures, dans toutes les villes du Togo, on n'a pas besoin que le chef de l'État vienne d'abord, avant qu'on ne commence par faire des travaux dans les centres médico-sociaux, dans nos dispensaires. Il faudrait commencer par apprêter nos dispensaires, il faudrait réaménager, mettre au propre nos dispensaires. Ça, on n'a pas besoin du gouvernement. Emmanuel Vivien Tomi, merci beaucoup. Merci Adam Ajranou, à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation de ce jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous le lundi.